Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Bon alors, j'ai une voix un petit peu nasillarde, vous excuserez cela pour l'épisode d'aujourd'hui, mais l'important dans nos épisodes n'est pas forcément la voix de celui qui vous présente son co-animateur et l'invité, mais plutôt les propos de notre invité. Alors revenons déjà à mon co-animateur, je vous représente Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano, effectivement je t'ai déjà vu de meilleures mines. Ouais. C'est un peu difficile, mais bon, il paraît que cette saison, on a un peu d'avance sur les podcasts, sur les enregistrements des podcasts, et à l'heure où on enregistre, sous la pluie, la neige, on sait pas trop. Je crois que c'est à peu près le bon moment. Un autre qui s'amuse beaucoup à défier les éléments et surtout sur du très 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 long, qui nous fait le plaisir d'accepter notre invitation aujourd'hui, c'est notre invité Sébastien Chéniaud. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Sébastien, c'est un honneur de t'avoir sur le podcast. J'entends beaucoup parler de toi dans les différents podcasts que j'écoute avec les copains, notamment Bart d'Extraterrien, avec Nicolas du LTP, du Let's Trail Podcast, avec d'autres, que c'est vraiment un honneur de t'avoir aujourd'hui. Alors Sébastien. Merci déjà pour l'invitation. C'est un plaisir. On a une tradition sur notre podcast, c'est de laisser la parole quelques minutes à notre invité pour qu'il se présente. Donc dis-nous tout, qui est Sébastien Chéniaud ? Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Et quand est-ce que tu as découvert le sport ? Alors bonjour, je m'appelle Sébastien Chéniaud, j'ai 50 ans dans quelques semaines. Donc j'ai eu la chance de faire du sport relativement jeune. J'ai commencé le vélo, j'avais 5 ans, à l'âge de 10 ans, d'une dizaine d'années à peu près, où j'ai découvert la course à pied. J'ai découvert l'athlétisme plus précisément et les différentes activités concernant l'athlétisme, avec bien sûr les lancers, les sauts, les courses de vitesse et de fond. Et j'ai été à très bonne école puisque j'ai appris à courir. C'est ce que je reproche un petit peu aux jeunes qui arrivent un petit peu comme ça sur le trail et dans le monde de la course à pied, c'est que avant d'apprendre à courir vite, il faut d'abord apprendre à courir tout simplement. Et c'est vrai que c'est par là que j'ai pu évoluer. J'ai eu la chance d'être bien accompagné étant jeune, avec une école d'athlétisme jusqu'à l'âge de 23 ans, où j'ai dû arrêter parce que je me suis fait tout simplement rattraper par mes études. Donc j'ai, à l'âge de 22 ans, oui, j'ai arrêté la course à pied, j'ai arrêté le sport d'une manière générale. J'avais trop de cours pour pouvoir suivre. Et puis j'ai fait mes 2 années de formation en biotechnologie. Donc je suis biotechnologiste, tout ce qui est génie génétique. Et suite à ces 2 années, j'ai eu l'obligation d'aller faire mon service militaire. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans une section de renseignement des chasseurs alpins et puis de me découvrir des réelles qualités en montagne, aussi bien d'un point de vue technique, en escalade, en alpi, en cascade de glace, que en course à pied à l'époque. Donc ça c'était 1996, donc il y a fort longtemps pour moi. Et déjà quand tu parles 1900, je oui. pense qu'il y en a qui étaient même pas encore nés au siècle d'avant. Bon, Olivier par exemple qui est un gamin, mais et donc ce qui fait que quand j'ai eu fini mon service militaire, j'ai cherché du travail. J'ai commencé à travailler dans le domaine vétérinaire en particulier. J'ai travaillé dans une grosse entreprise de vétérinaire sur le vaccin et le virus de la rage pendant 6 ans. Et je me suis remis au sport par l'intermédiaire de l'escalade et petit à petit retour à la course à pied. Donc ça c'était dans les années 97, 98. J'avais déjà quasiment 29 ans quand j'ai recommencé à courir. Et puis c'est revenu assez rapidement avec d'abord des 10 km sur route avec des collègues de travail où en reprenant sans trop d'entraînement, je refaisais 35 minutes assez facilement. Et puis petit à petit c'est revenu. Alors après
Juste un petit retour en arrière, quand j'ai arrêté la course à pied, j'avais une VO2 max à 85, 86, avec une VMA à 24 km/h sur piste et 25,2 sur tapis. Donc forcément, j'avais des qualités, et ces qualités-là, je les avais développées naturellement par l'entraînement pendant toutes les années où j'étais en école d'athlétisme. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir repartir avec mes connaissances de l'athlétisme pour progressivement rentrer dans le trail et vraiment très lentement rentrer dans des distances supérieures à 30 km. Donc voilà, et puis j'ai eu la chance de commencer à participer à des épreuves de 25, 30, 40 km. Et en 2004, on m'annonce que j'ai un ticket, une invitation pour la Diagonale des Fous 2005. Donc, je m'engage sur de la progressivité au niveau distance, parce qu'à l'époque, j'avais pas couru plus de 60, 65 km, j'avais jamais fait plus. Et c'était une fois l'année, un petit peu de manière occasionnelle. Et à l'époque, la Diagonale, c'était 145 km. Donc, j'ai progressivement rallongé par des courses à étapes d'abord, avec des 3 jours, 4 jours, jusqu'à 14 jours. Et ensuite, je suis venu sur 50, 60, 70, 100 km, 120, pour arriver à 145 en octobre 2005 avec ma première participation à la Diagonale des Fous. Attends, et ça t'a pris combien de temps du coup, Sébastien ? J'ai mis à peu près 6-7 ans à peu près pour arriver dans le monde de l'ultra. Ce que je pense nécessaire, très concrètement, pour arriver dans le monde de la longue distance. Tout simplement, pendant 5 ans, j'ai fait des 20, 15, 20, 25 km. Et puis, une fois l'année, j'allais sur une distance un petit peu plus longue, avec 40 km ou 50 km. En 2003, j'ai pu participer à la première édition de l'UTMB avec un 72 km. À l'époque, il y avait un Chamonix-Courmayeur que j'ai gagné. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant, mais que c'était déjà long. Et donc, j'ai jamais été au-delà jusqu'en 2004, où je me suis obligé à aller faire un 100 km dans le Mercantour. Et puis un 146 à l'époque, la Diagonale des Fous, 1 an et demi après, en octobre 2005. Donc 6 ans avant la Diagonale, tu t'es dit je vais faire de l'ultra et je ferai ça quand je serai prêt, et ça t'a pris 6 ans. Je me suis laissé le temps, je m'amusais vraiment à faire des épreuves courtes. Ça allait vite, ça me plaisait. Je trouvais que c'était dans mes cordes, et que plus long, c'était un petit peu l'inconnu. Après, à l'époque, il existait quelques courses un peu longues, comme les Templiers avec 70 km, ou la Diagonale qui était à 116 km à l'époque. Au-delà, il y avait quelques courses un petit peu particulières, comme Western States, mais c'était loin, tout ça, c'était très loin. Et c'était pas quelque chose qui était mis en avant comme ça l'est actuellement. Donc, j'y trouvais pas spécialement d'intérêt. Et sur les petites distances, je préférais répéter des petites distances régulièrement. Je faisais à peu près 1 à 2 courses par mois, entre 15 et 20, 25 km. Mais j'entretenais une bonne vitesse. Une bonne vitesse, à l'époque, j'arrivais encore à faire entre 10 et 15 fois 1000 en moins de 3 minutes, quoi, assez régulièrement. Voilà. Tout ça, ça nous laisse un peu songeurs, rêveurs. J'avais 2 questions. La première, tu nous dis que tu avais une VMA quand tu as commencé, quand tu as arrêté l'athlétisme, tu avais une VMA de plus de 24 km/h sur piste. Quand tu t'es décidé justement à aller vers le trail, puis après vers l'ultra trail, c'est-à-dire vers le plus long, est-ce que du coup tu as appris à décourir, à ralentir ta vitesse de course, ou tu t'entraînais de plus en plus sur du long, mais en essayant de maintenir la même allure? Alors évidemment, c'est une question un petit peu alambiquée, mais c'est pour que nos auditrices, nos auditeurs comprennent. Non, mais c'est assez paradoxal. Les 5 premières années de trail, je les faisais 5-6 premières années jusqu'en 2005. Je les faisais seul. Je m'entraînais seul. Et quand je dis je m'entraînais seul, j'avais pas d'entraîneur, j'avais pas de coach. Et mes séances d'entraînement étaient relativement simples. J'avais 3 séances par semaine. J'avais une séance de vitesse pure, de vitesse sur piste. Alors ça pouvait être en hiver, c'était 30, 40, 50 mètres lancés.
je passais ensuite sur du 30-30 et puis j'allais jusqu'au 400, 500, 600 au fur et à mesure que j'évoluais dans la saison. Ensuite, j'avais du travail en côte courte. J'avais des côtes de 20, 30 secondes, 40 secondes pour travailler la force. Et ensuite, le week-end, je faisais une sortie longue d'une heure, 1h30. Et en fait, je reprenais vraiment de la vitesse. J'arrivais vraiment à reprendre et à conserver en fait ma gestuelle, tout ce que j'avais appris auparavant. Alors, j'arrivais pas à aller aussi vite. Quand j'ai arrêté, je faisais des répétitions de 1000 en 2,35, 2,30, 2,35. Donc, forcément, j'allais pas aussi vite. Par contre, de refaire des sessions de 15-20 km à 3,5 au kill, ça me posait aucun problème sur du roulant, bien sûr, je m'entends. Après, je travaillais vraiment pas dans l'optique d'aller sur du long. Et j'ai essayé un peu par curiosité à l'époque de faire jusqu'à 50 km, mais 50 km, il y avait 2000, 2005 de dénivelé positif. Et à l'époque, les marathoniens déjà étaient considérés comme des dingues. Donc un mec qui court en montagne avec du dénivelé sur 50 bornes, là, il est interné, il est juste il est bon à mettre en cage, quoi. Ouais, je me souviens que j'ai découvert le triathlon en 96 et dès 96, quand j'ai découvert le tri, je me disais j'irai à l'Ironman d'Hawaï un jour. Et tous mes potes me disaient mais t'es complètement barjot, mais nager 3,8, rouler 180 et courir 42. En 96, le triathlon venait d'arriver en France, ça commençait à devenir un petit peu plus populaire. Donc j'imagine très bien que le trail, l'ultra trail, fin 90, début 2000, on te regardait quand même avec des yeux un petit peu d'ahuris. 2003, quand Dawa gagne le premier UTMB, en fait, ça partait, c'est assez paradoxal, tout le monde arrive avec son sac poubelle, avec son numéro de dossard dessus au départ de l'UTMB. Donc à 4h du matin, place du Triangle de l'Amitié, on pose tous notre sac poubelle et puis vous êtes prêts, on y va quoi. Et donc personne bien sûr. Et on partait, c'était pure découverte. On savait pas du tout, pas de matos obligatoire. Après 250 personnes, on était 700 au départ, après 250 personnes passées au premier ravitaillement, il n'y avait plus rien. Et puis ni à boire, ni à manger, voilà, c'était pure découverte. Donc c'était assez amusant de voir cette évolution. Après, avec l'arrivée des conditions, du changement du matériel obligatoire, de toutes ces choses-là, et puis du bordage un petit peu de la pratique avec l'entrée des marques, avec toutes ces choses-là. Moi, j'ai eu la chance vraiment d'être au premier rang puisque en 2007, je rentre chez North Face fin 2006. En 2009, j'ai la chance de faire 2 à l'UTMB. Quand je fais 2 à l'UTMB, je signe un contrat international avec North Face. Bon, j'y suis toujours, donc j'ai pu voir l'évolution et j'ai malheureusement vu trop de monde passer. Beaucoup trop de monde, des gens de très grande qualité, avec des qualités physiques, physio incroyables, mais que passer, malheureusement. J'ai pu voir les changements de mentalité, de perception. Et puis, à l'époque où on faisait 50 bornes, on était pris pour des fous. Maintenant, quand on va faire la CCC, qui fait 100 bornes avec 7000, on va faire la petite course de l'UTMB. C'est les évolutions. C'est comme tu le disais tout à l'heure, le marathon par exemple, à l'époque effectivement faire un marathon c'était un peu le truc de dingue, que les gens se disaient waouh j'aimerais bien faire un marathon une fois dans ma vie mais c'est quand même difficile. Aujourd'hui c'est devenu un peu mainstream quoi, le marathon, tu fais que un marathon entre guillemets, c'est facile quoi. C'est presque obsolète. Ouais, je minimise pas du tout le truc mais non. C'est vrai que c'est un petit peu dans l'image collective, tu vois la pensée collective, c'est un petit peu ce qui ressort quoi. Après il y a eu quand même de très grosses évolutions dans la qualité de la préparation et puis dans le suivi médical. Moi j'ai eu la chance de pouvoir participer à tout ça avec la mise en place de Quartz entre autres et puis en faisant en tant que scientifique naturellement des expériences aussi bien en volume d'entraînement que en temps passé en montagne, en sport croisé, en nutrition. J'ai fait des formations autour de ça aussi. Donc je dirais ma richesse actuelle. Et c'est la chance que j'ai, c'est que le recul, je l'ai sur les 24-25 dernières années. Donc ça me laisse un petit peu
de recul sur la pratique et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des gens qui m'ont entouré pour que je puisse pratiquer de cette manière-là correctement, dans un bon état d'esprit et puis de rester pertinent et bankable le plus longtemps possible. Parce que les marques se sont énormément focusées sur le fait que l'athlète était performant et qu'il avait des résultats et qu'il montrait la marque, ce qui est moins évident maintenant. Ce qui est un peu moins évident, il y a eu des évolutions aussi au niveau des mentalités et c'est vrai que quelque part d'avoir des athlètes qui vont gagner 15 courses dans l'année mais qui ont pas envie de discuter ou de parler et d'échanger avec les autres, c'est un petit peu plus difficile à placer pour une marque que d'avoir quelqu'un qui, oui, est moins performant, mais sait de quoi il parle et puis avec qui on a envie d'échanger parce que c'est plaisant, quoi. Ouais, tu pourras envoyer l'épisode de podcast à North Face et tu pourras leur dire que nous, on est bien content de t'avoir reçu parce que tu joues le jeu. Alors justement, juste avant que tu signes avec North Face, tu nous as dit 2005, tu vas faire ta première Diagonale des Fous. À l'époque, comment tu vivais ? Est-ce que tu vivais de ton sport ou est-ce que tu avais un autre vrai job, entre guillemets, si on considère que être sportif de haut niveau, c'est pas un vrai job ? En fait, moi, la chance que j'ai eue, c'est que je me suis trouvé au bon endroit au bon moment, en 2009. Tout simplement parce que en 2007-2008, j'ai North Face Europe qui me propose des courses un peu partout dans le monde, en Argentine, un peu partout, et j'ai la chance de performer à chaque fois, d'être présent, et la marque y trouve son compte à l'époque. Après, auparavant, j'avais un travail. En 2009, je fais toute ma préparation de l'UTMB en m'entraînant tous les jours avec un rythme bien précis. C'est-à-dire qu'en gros, je me levais tous les jours à 5 heures. J'allais m'entraîner toute l'année, neige, pas neige, peu importe, de 6 heures à 8 heures. Et puis, à 9 heures, je partais au travail. Alors, quand j'avais du volume à faire pour préparer des Libyan Challenge, par exemple, qui étaient en janvier, février, donc des courses de 200 km dans le désert, ça se prépare pas en faisant des footings d'1h30 tous les jours. Hein. Donc, ce que je faisais à l'époque, c'est que je faisais 2 heures le matin. Après, je partais au travail en courant. J'avais une quinzaine de kilomètres. Et puis, je courais entre midi et 2. Et ensuite, je rentrais le soir en courant, ce qui me faisait faire à peu près entre 50 et 65 km par jour. Et je faisais des blocs, je m'organisais pour me faire des blocs de ce type-là. Et à l'époque, je travaillais, je dirais, normalement, comme monsieur tout le monde. Alors, ma problématique, elle s'est concrétisée en 2009, parce que, donc, je fais toute ma préparation post-UTMB. Et au moment de l'UTMB, quelques jours avant, je fais un shooting photo pour North Face, et avec des produits proto, dont des chaussures. Et en fait, je me sentais vraiment très très bien dans un proto. Il y avait un seul produit qui avait été sorti par une entreprise en Chine. Donc vraiment le produit, on sait pas trop comment ça tient la route. Donc je fais le shooting photo avec et je me sentais bien. Donc j'arrive à négocier avec North Face Monde pour avoir le produit. Mais ça c'était la veille de la course en fait. Hein, et je récupère le produit le vendredi. Donc pour le départ de la course. Mais toi, t'as pas lu notre bouquin et t'écoutes pas notre podcast. On dit toujours, on ne teste jamais rien, jamais. Je sais, le jour de l'épreuve, je sais. Et je continue à avoir ce type de discours. Et là, je me sentais vraiment bien dans la chaussure. Je dis, je les prends et puis, Inch'Allah, je verrai le temps que j'arrive à courir avec. Et je vais au bout et je fais 2. Et là, en fait, les ventes explosent en février quand la chaussure sort. Ils vendent tout en quelques semaines, au lieu de vendre tout sur 6 mois. Et à partir de là, je me retrouve avec 2 photos parachutées à l'entrée du métro à New York, sur les bus à Hong Kong, enfin voilà quoi. Et c'est là que l'aventure commence, parce que je travaillais encore au magasin, et au magasin, en fait, je me retrouvais à recevoir des coups de téléphone en permanence de journalistes qui voulaient venir m'interviewer, et j'ai dit à mes patrons à l'époque, je travaillais dans un magasin de montagne, et je leur dis bah là, enfin, je pense qu'il va falloir que je prenne un peu de disponibilité parce que j'arrive plus à suivre. Et North Face me propose d'être un peu plus présent sur les ouvertures de magasins en Europe, sur toutes ces choses-là. Je leur dis pourquoi pas, mais faut que j'ai des compensations financières, parce que financièrement je peux pas m'en sortir quoi, c'est juste pas possible. Et donc je négocie avec eux et j'arrive à avoir quelque chose qui tient à peu près la route. Donc je prends de la disponibilité pour 6 mois. Et sur les 3 premiers mois, je fais 11 pays différents.
Donc plus de temps de m'entraîner, et j'étais partout à la fois. Donc attends, et quand tu fais 11 pays différents, tu faisais quoi exactement? Je veux dire, je participais à des ouvertures de magasins à Copenhague, comme 15 jours après j'étais à Londres, la semaine d'après j'étais en Argentine pour essayer de promotionner certains produits, etc., quoi. Ok, donc tu étais vraiment devenu un ambassadeur North Face à temps plein, quoi. Exactement. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, faut que je prenne un petit peu de recul, que j'essaye de me structurer, parce qu'à l'époque, c'était ma femme qui faisait un peu office d'agent, parce que c'est toujours hyper difficile de se vendre auprès d'une marque, parce qu'on a tendance à se sous-évaluer. Et pour être juste, donc c'était elle qui faisait ça pour moi. Et en fait, suite à ça, j'ai dit, soit j'arrive à me structurer, je prends les choses à la base et je m'entoure de personnes compétentes et efficaces, soit je vais au carton, quoi. C'est juste pas possible. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la chance d'avoir des proches qui étaient déjà pertinents dans leur domaine respectif et qui ont pu en fait m'aider. Donc au niveau de la vidéo, donc là c'était facile puisque ma femme avait sa compagnie là-dedans, donc ça c'était simple. Mais j'ai un ami qui s'est proposé d'être agent pour moi. J'avais un kiné, un ostéo, des podos, j'avais tout ça et je me suis structuré tout seul puisque au départ j'ai essayé de me structurer et je me suis rendu compte qu'au final je trouvais difficilement une assurance au niveau international qui était susceptible de m'assurer parce que mon métier n'existait pas, tout simplement. Donc j'ai un conseiller financier et ce conseiller m'a dit, voilà, tu crées une structure que tu mets en gérance, cette entreprise, tu es employé de cette entreprise et à ce moment-là, tu seras protégé. Voilà, c'est en m'entourant et en faisant ça. À l'époque, il y avait Kylian qui était sur le point 2 parce que il était encore aux études et ce qui fait que on a pu échanger quand même assez régulièrement là-dessus, mais c'était pas simple, c'était vraiment pas simple. Et j'ai eu la possibilité de dégrossir un peu le truc, quoi. C'est super intéressant ce que tu nous racontes parce que tu nous dis que, enfin, tu reviens avec nous en fait sur la genèse de ce métier de sportif de haut niveau et ça c'est. En fait, c'est ce qui est délicat, c'est que sportif de haut niveau, tu peux être reconnu comme sportif de haut niveau et donc avoir éventuellement des aides ou des compensations financières uniquement quand tu es dans une fédération. Et le problème, c'est que fédération en trail à l'époque, alors là. C'était même pas considéré comme un sport, c'était considéré comme une activité sportive. Donc moi je m'y collais quand même un petit peu tous les jours. À l'époque je faisais quand même pas mal de volume, jusqu'à 300-320 kills semaine, avec 20-25 000 de positifs. Donc voilà, quoi, j'y passais un peu de temps en plus de mon boulot. Donc je considérais ça au-delà d'une activité sportive. Ouais, parce que malgré ça, en fait, c'était un peu considéré comme de la balade, quoi. Voilà, je faisais de la balade en montagne toute la journée, quoi. Donc voilà, North Face en fait m'a vraiment aidé et mis le pied à l'étrier à ce niveau-là et en m'entourant de personnes efficaces, compétitives, compétentes dans le domaine du suivi d'athlètes, j'ai eu la chance de pouvoir être bien accompagné pour taper aux bonnes portes et puis pouvoir en vivre correctement. Hein. Je suis pas millionnaire, moi. Là-dessus, y a pas de souci. Et puis les épreuves où j'ai gagné de l'argent durant ces 25 dernières années, c'est pas compliqué. J'ai gagné à peu près 1 500 €. Voilà, en gros. Ouais, la seule fois où tu vois des millions, en fait, c'est en termes de kilomètres plus qu'en termes d'euros. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'étais en moyenne à peu près à 6000 km d'entraînement par an, de moyenne, en course à pied uniquement. Après, je faisais entre à peu près 200 km de ski de fond par semaine. Et en hiver et en été, je fais à peu près 200 km de vélo par semaine, quoi. Donc voilà un peu en gros à quoi se résumait mon existence. Et puis à côté de ça, j'essayais toujours de faire ma première séance d'entraînement tôt le matin pour pouvoir passer du temps avec les enfants, pour les emmener à l'école, pour profiter de cette chance que j'avais. Et quand ma fille était interrogée en maternelle pour savoir ce que je faisais comme métier, papa il reste à la maison, il fait rien. Voilà.
Après, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que c'est connu. Je veux dire, si tu regardes en fait le nombre d'heures que tu mets par semaine et l'investissement dans ton sport, voilà, tu mets ça sur un salaire horaire, enfin entre guillemets, à l'heure, tu te rends compte qu'en fait, il y a des boulots qui payent mieux que ça, quoi. Ah oui, très, très largement, très largement. Si moi si je rapportais au temps que je passe en montagne, en montagne et à l'entraînement d'une manière générale, ça serait. Mais après, on a toujours. Je dis que moi j'ai de la chance. J'ai de la chance d'en être là. Physiquement, j'ai eu la chance de pouvoir avoir cette carrière-là déjà. Je continue à être pertinent dans le sens où je dois rester efficace parce que maintenant je m'occupe quand même d'une grosse partie du live et des tournages en direct que je peux faire avec la société de ma femme et 2 autres sociétés avec laquelle on s'est regroupé pour créer cette structure qui est Outdoor Sport Live. Et en fait, je dois rester pertinent puisque physiquement les courses vont de plus en plus vite. Quand je suis sur une OCC, Jonathan Albon par exemple, qui gagne l'OCC cette année sur les 11 derniers kilomètres de la descente de la Flégère sur l'UTMB, c'est 3,03 au kill. Donc avec la cam et dans les racines, faut être pertinent, quoi. Faut plutôt être pertinent. Ça rappelle cette vidéo. Il y a une vidéo comme ça qui circule beaucoup avec un caméraman qui court plus vite que les gars sur la piste. Je sais pas si vous voyez un petit peu cette vidéo là qui a pas mal tourné. Ouais. Mais c'est un petit peu l'obligation, ça. Ça, c'est un petit peu l'obligation. Et ayant de plus en plus de sollicitations à ce niveau-là, voilà, quoi. C'est un nouveau métier qui se crée et j'ai la chance d'être encore dans le en même temps, c'est quand même génial de se dire, moi, mon métier, enfin, je dois m'entraîner parce que c'est pour mon métier. Enfin, je veux dire, moi, je suis allé courir ce matin. C'est bien, j'aime bien courir, mais je me dis pas, tiens, il faut que je le fasse parce que c'est mon métier, quoi. Je le fais parce que c'est un kiff et parce que je me mets des objectifs et voilà. Mais c'est clair que en faire ton activité principale, c'est dingue. Ouais, la perception, elle est assez particulière dans le sens où j'ai énormément de gens qui me disent putain, mais toi, t'as un métier, c'est trop tranquille, c'est vachement bien. Non, attention, j'ai pas dit que c'était tranquille. Tu t'entraînes. J'ai dit que c'était du kiff. Oui, non, mais moi, c'est le retour. C'est le retour que j'ai de ah ouais, c'est trop facile. Putain, c'est vachement bien. Tu vas courir le matin, après toute la journée, tu te reposes et tout. Je dis non, ça marche pas comme ça. Et puis je leur dis mais venez avec moi une petite semaine, juste une petite semaine, on va ensemble faire ça et puis après vous aurez peut-être une autre perception parce que quand il y a 40 cm de neige devant la maison le matin, la séance faut la sortir, quoi. Et là t'es tout seul, hein. Là, t'es tout seul. Bon, et maintenant, si on demande à ta fille ce que tu fais, est-ce qu'elle va dire papa, il est à la maison ou papa, c'est un coureur professionnel ou papa, il a multiples facettes? En fait, alors c'est assez amusant parce qu'il y a 2 jours en arrière, elle est très branchée vidéo, comme sa mère. Et à côté de ça, elle est amusante parce que donc maintenant, elle a 10 ans. Elle a eu la chance de voyager quasiment, pas dans le monde entier, mais presque. Elle a fait les parcs aux US aussi bien que 2-3 fois au Japon, que la Thaïlande, enfin voilà, elle a énormément voyagé. Et l'autre jour, elle faisait une vidéo justement où elle présentait un petit peu quelque part un peu sa famille. Et moi, elle me présente maintenant comme sportif professionnel ayant une fille qui a eu de la chance de pouvoir voyager toute sa enfance. Donc c'est assez amusant sa perception maintenant, quoi. Génial. C'est assez sympa. Il y a un mot qui revient beaucoup dans ta bouche, c'est chance. Tu sais que la chance, on se la crée quand même. Ce sont des actions qu'on met en place au quotidien ou régulièrement qui font qu'on arrive dans un contexte favorable que on peut éventuellement appeler de la chance. Donc finalement, tous ces moments de chance, c'est des moments que toi tu as pu créer. Quand tu dis t'étais au bon endroit au bon moment, certes t'étais là au début du trail, etc. Mais ça n'empêche que, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, t'as bossé pour ça. Tu t'es entraîné. Les séances, tu les faisais toute l'année. C'est pas t'es arrivé un jour, t'as été à la porte de North Face et bonjour, je vais être sponsorisé, merci pour le chèque, au revoir. Non, t'avais bossé pour ça quand même. Il y a cet aspect-là qui est sûr
et certain. Mais je reprendrai le mot chance parce que ayant été là au tout début, j'ai pu progresser progressivement. Et le fait de progresser progressivement, ça m'a permis, au niveau de l'organisme et au niveau mécanique du corps, de me préparer progressivement et d'avoir une carrière aussi longue, parce que c'est encore une certaine chance que de pouvoir être présent et de rester là et d'être encore dans ce milieu-là. Maintenant, oui, on se le crée. C'est sûr que j'aurais commencé par 5 ou 6 séances par semaine et à me rentrer dedans, je serais peut-être plus là. Oui, j'ai pris le temps de faire les choses et ça m'a permis d'évoluer en m'obligeant à faire à l'époque 3 semaines d'entraînement, 1 semaine de récup, ou bien de faire 1 mois de coupure complet pendant l'hiver. Ça, oui, voilà, c'est peut-être le retour positif. Déjà, et puis dans un deuxième temps, c'est peut-être la maturité aussi, parce que j'ai pas commencé à 20 ans, j'avais quasiment 30 ans quand j'ai commencé à rallonger un peu les distances, 30, 32, 33 ans, j'avais 40 ans quand je fais 2 à l'UTMB. Kylian avait 18 ans, donc je gagne en senior. L'UTMB. Il disait bonjour monsieur. Ouais, c'est exactement ça. Bon, après on faisait des Mont Blanc ensemble à l'époque déjà, donc on se croisait assez régulièrement et quelque part je chantais dans son regard et dans nos échanges, on était pareil, entre guillemets, même si lui, il a des qualités hors normes, bien au-delà de ce que moi je peux et j'ai eu. On est dans une autre dimension. Le côté intéressant que j'avais, c'est que c'était un échange de 1 pour 1. C'était pas quelqu'un qui entre guillemets se soumet ou est inférieur. Je me sentais moins fort que lui, oui, parce que à chaque fois il a fini devant moi, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Mais je savais aussi que naturellement tout ce qu'il exprimait dans sa façon de courir, dans sa façon d'être avec l'environnement, la nature, c'était quelque chose de naturel et qu'il cultivait depuis sa naissance, quoi. Donc on n'était pas partis du même endroit au même âge, ce qui fait que ce delta-là et cette différence-là pouvaient que progressivement se creuser. Et tu parles de l'endroit justement où tu as grandi, c'est où en fait tu viens d'où et Un pays plat, mais vraiment très plat. J'habitais dans un petit village qui s'appelle Châtellerault, donc dans la Vienne, et puis je suis parti faire une partie de mes études à La Rochelle. Et je les ai terminés à Cannes, à côté de Nice. C'est pour ça qu'ensuite je suis descendu dans le sud de la France après mon service militaire pour trouver du travail. Et j'ai travaillé dans une grosse entreprise vétérinaire à quelques kilomètres de Nice, quoi, à 20 minutes à peu près de Nice. Et à quel âge est-ce que tu découvres vraiment la montagne alors ? Alors en fait, c'est ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'à l'époque où je faisais de l'athlétisme, tous les étés, on allait aux Deux Alpes. Ok. Là-bas, j'avais la chance de pouvoir. Déjà, je courais parce qu'il y avait des courses, des petites corridas à l'époque, donc je courais là-bas. Mais c'est vrai que je mettais un petit peu de temps pour m'habituer, puisqu'il y avait quand même le niveau d'altitude qui était pas le même. Je passais de 40 mètres à 1008. Et petit à petit, j'allais courir sur le glacier. Je faisais du VTT, je faisais du hockey sur glace avec l'équipe là-bas des Deux Alpes qui s'entraînait. Et voilà, j'avais cette culture-là un peu de la montagne. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire mon service militaire dans les chasseurs alpins. Et dans une section de renseignement des chasseurs alpins, c'est encore une gamme au-dessus. Il faut être capable de grimper dans le 6 très régulièrement, et puis en chaussures d'escalade, pas en chaussures d'escalade, en chaussures de montagne. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir accès à des formations d'alpinisme, de cascade de glace, de sortie de crevasses, voilà. Et ce qui m'a donné vraiment goût à la montagne. Et c'est pour ça qu'en sortant de mon service militaire, alors j'avais des qualités non négligeables, qui fait que mon service militaire, je l'ai passé, pour moi c'était du CPA. Physiquement, j'avais une grosse caisse,
À l'époque, en ski de rando, avec le matériel de l'époque, je faisais 1800 mètres/heure. Donc j'avais une grosse caisse avec le sac à dos et ce qui m'a permis vraiment de prendre du plaisir sur l'ensemble des dizaines et des dizaines de sommets qu'on a pu faire pendant cette période-là. Mais ça m'a permis aussi d'acquérir certaines connaissances. Et puis, quand j'ai eu fini mon service, je me suis mis à l'escalade tout de suite, dès en sortant, avec une progression assez fulgurante. Et puis, derrière, je me suis remis à la course à pied pour progresser en escalade. Et c'est là où j'ai découvert le trail. Il y a beaucoup de trailers et d'ultra-trailers qui viennent aussi de l'escalade, ou en tout cas qui combinent l'escalade. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a aidé dans ta pratique du trail ? Alors, je pense que ça m'a aidé dans le sens où ça m'a permis je pense, d'une qualité de pose de pied, oui, déjà. Et puis, d'avoir une analyse du terrain peut-être un petit peu plus efficace. Après, la souplesse. Attends, qualité de pose de pied. Oui. De pied. En escalade, tu montes, donc tu poses ton Oui, pied éventuellement. Oui, mais tu dois choisir. En fait, j'étais pas un gros grimpeur de dévers. J'étais plutôt très très vertical avec les chaussons, de l'adhérence, et ça m'a vraiment fait progresser en qualité de pose de pied parce que en ayant une paire de chaussures dans les mains, je peux savoir si ça va tenir ou pas. Quand je dis ça, quand j'ai une chaussure à tester, que je vais mettre sur du rocher, je sais déjà si ça va zipper ou si ça zippera pas. Parce que la reconnaissance de la matière, des matériaux, et c'est un côté scientifique, hein, c'est les différentes expériences que j'ai pu faire tout au long de mon existence de trailer, entre autres sur la nutrition, entre autres sur tout un tas de choses qui m'ont permis. Mais c'est ce côté textile, feeling avec le textile, la matière, les matériaux et l'environnement qui fait que ça m'a donné certains avantages. Ok, donc tu disais la pose de pied, la reconnaissance du terrain. Ouais, et puis je pense le cheminement aussi, hein, la lecture, parce que quand on est grimpeur, quand on arrive au pied d'une falaise, moi l'optique, quand je progressais bien en escalade, je faisais 7B plus à vue, 8A après travail. À l'époque, quand j'arrivais au pied d'une falaise, l'objectif c'était d'arriver au pied de la falaise, de voir la ligne et de me dire cette ligne elle me plaît, j'y vais. Sans regarder les niveaux, les cotations ou quoi que ce soit, c'était vraiment parce que ça me donnait envie, ça m'inspirait, et que la lecture du cheminement et de la façon dont il allait falloir que je me place pour passer et monter jusqu'au sommet, c'était ça, ce qui me faisait vraiment kiffer dans le milieu d'escalade, et pourquoi je progressais et pourquoi je m'entraînais tout l'hiver en salle pour pouvoir vraiment progresser de manière qualitative et puis en force. Et ça, cette progressivité, je l'ai eue, et cette façon de lire les choses, je l'ai. C'est ce que je dis quand je cours en descente où on est obligé d'être très technique. La lecture du cheminement au milieu des cailloux, des rochers, des racines, c'est hyper important. Et les facteurs qui vont venir s'ajouter à ça, ça va être l'humidité. Si c'est humide, on pose pas les pieds sur les racines. Si c'est pas humide, on peut poser les pieds sur les racines. Toujours indépendamment de ce qu'on a dans les pieds. Donc c'est toujours c'est toujours ces vases communicants entre le côté assurance, parce que j'ai un produit de qualité sur des conditions extérieures différentes, et puis c'est le cheminement. Là, je décide de tourner autour de ce rocher et pas de passer par-dessus, parce que c'est beaucoup plus économique, et puis on va avoir c'est tout ça, c'est tout ce mélange-là qui fait que ça nous permet de même de suivre des coureurs dans des descentes à des vitesses incroyables, tout en ayant un œil sur où je pose mes pieds, ou tout en regardant la cam et en regardant ce qu'on est en train de filmer. Voilà, c'est un peu tout ça. Et je me souviens que Kylian, on en avait discuté une fois sur l'entraînement spécifique de descente. Et lui, il s'amusait de temps en temps. Il regardait 3-4 virages enlacés, et hop, il fermait les yeux et il devait descendre sans tomber. Et c'était assez amusant, hein, parce que de toute manière, pour descendre à 20 km/h dans les caillasses, il n'y a pas de secret, hein. C'est l'entraînement qui fait que.
et cette assurance-là qui va faire qu'on prend le recul nécessaire sur tout ce qu'on a avec nous et pour que ça se passe dans les meilleures dispositions possibles. Tout à l'heure, tu disais que t'en as vu beaucoup, des jeunes et des moins jeunes, des gens très bons, passer, mais juste passer. Et on peut revenir là-dessus justement parce que on parle beaucoup de ta longévité et c'est tout à ton honneur, tout le temps que tu as pu passer dans l'Ultra Trail et t'as pas fini, hein, tu y es encore. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu as vu des gens passer? C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent, ils font 1 saison, 2 saisons et puis après ils arrêtent parce qu'ils sont complètement cramés ou... Ce que je regrette, et ce que je regrette dans le sens où il y a eu énormément de gens et de jeunes de qualité qui n'ont pas été accompagnés pendant leur période de progression, qui avaient vraiment des qualités intrinsèques qui étaient énormes, qui étaient monstrueuses, et le fait de pas être accompagnés, se sont retrouvés à faire, à enchaîner des ultras, et qui au bout d'un moment en fait finissent par péter tout simplement mentalement. Et quand la tête te lâche, en général, c'est pas très bon signe parce que t'as vraiment énormément de mal à revenir. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que très souvent, ce qui se passait, on avait on avait une sortie, je dirais, de la tête de l'eau pendant en 2-3 années. Et puis au bout de 2-3 années, pour voir s'il devenait commencer à être bien performant. Et il faisait 2 saisons, 3 saisons avec 5, 6, 7, 8, voire 10 ultras dans la saison. Et au-delà de 80 km, et puis il disparaissait parce que du jour au lendemain, quand la tête te lâche quoi. Et à un moment j'étais un petit peu dans le reproche vis-à-vis des marques d'une manière générale, hein. C'était pas spécifique à telle ou telle marque, mais je trouvais que ça entraînait trop les gens à faire toujours plus. Et que c'était pas du tout dans l'état d'esprit de la pratique. C'était plus comme certains s'amusent à dire l'esprit trail, qui était un esprit de je vais courir tranquille. Déjà, ça avait énormément évolué avec l'apport de matériel. Il y avait on voyait des gens partir courir en forêt de Fontainebleau avec 2 camelbacks, avec habillés de la tête aux pieds, enfin vraiment des impensables quoi, des trucs pas forcément très utiles, alors que à l'origine moi, je me souviens, on avait une bouteille d'eau qu'on mettait dans un petit sac avec des barres dégel qu'on se faisait nous très souvent, et puis on faisait 40 ou 50 bornes comme ça, quoi, en short et en t-shirt. Moi, mes premiers trails, je les ai faits, j'étais en t-shirt coton, hein. J'y avais pas, voilà quoi, c'était à l'époque c'était ça. Et quelque part, cet esprit a énormément évolué avec l'arrivée de plein de matériel, la compression, les ceintures, les gels, les chaussures qui te font courir plus vite, hein, entre guillemets, et toutes ces choses-là. Et puis il y avait malheureusement, les magazines, c'était toujours l'ultra, les belles images, le sourire avec le Mont Blanc et le soleil qui se lève, etc., etc. Alors que c'est pas du tout ça, hein. Faut rester lucide. C'est aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de gens qui se demandent pourquoi ils ont fait ça, beaucoup de gens qui se posent des questions, et puis beaucoup de gens qui restent. Je vois sur la Diagonale des Fous les dernières années, c'est 50% d'abandon, donc c'est quand même énorme. Et en fait, c'était une mauvaise image qui était véhiculée. C'était pas il y avait pas l'envers du décor en fait. Et de ce fait, ça a entraîné à faire toujours plus pour être sur ces images-là. Et moi, je pense que ça allait pas dans le bon sens. Les marques reviennent un peu en arrière, comme je disais tout à l'heure, et je pense que ça peut aller mieux dans le futur si en plus de ça, moi j'ai demandé à participer à certaines commissions, aussi bien environnementales, pour protéger l'environnement, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui courent n'importe comment, n'importe où. Donc ça, c'est pas forcément mauvais, mais c'est pas forcément bon non plus, parce que j'ai des agriculteurs qui viennent me voir en me disant voilà, j'ai un mec qui est passé avec un chrono à fond la caisse au milieu de mes vaches, les vaches sont parties dans tous les sens, moi je vous laisse plus passer sur mon chemin, quoi. Voilà, donc il y a des choses à faire à ce niveau-là.
on retrouve pas trop de déchets en montagne, mais malheureusement ça aussi. Et puis il y a le côté, si tu as participé à un ultra, je sais pas moi, en février, peut-être que tu participeras à un autre ultra qu'en juin-juillet, pas avant. Parce que avant c'est peut-être pas très bon, et cette commission là c'est une commission médicale entre guillemets, ou tout au moins de conseils médicaux, et je pense que ça c'est important de participer à des choses comme ça, et c'est mon recul à moi qui fait que j'ai envie de participer et de m'investir dans des choses comme ça. Puis c'est un sport qui a beaucoup évolué aussi, et on reviendra peut-être un petit peu là-dessus. Tu parlais notamment du fait qu'il n'y avait pas de fédération à l'époque, et qu'aujourd'hui c'est devenu le cas. Et toi, par exemple, tu faisais, parce que tu dis, voilà, j'ai vu beaucoup de gens qui sont passés, qui se sont cramés et qui ont arrêté ça, et tu condamnais un petit peu ça, en tout cas cette mentalité de toujours plus. Pourtant, quand je regarde ton palmarès, on est vite à 4-5 podiums par an, sur des courses qui sont pas très courtes non plus. Toi, du coup, comment est-ce que tu faisais pour gérer ça ? Alors, en fait, moi, j'ai toujours prôné une chose hyper importante qui est la récupération. C'est la face cachée de l'entraînement. C'est-à-dire que quand j'ai pu faire pas mal d'expériences à ce niveau-là, avec 6 semaines entre deux ultras, je sais que ça passe pas en ce qui me concerne, hein. Après, il y a des gens pour qui ça passe, mais les conséquences sont aussi à long terme des conséquences d'arrêt ou de saturation mentale qui donnent le même résultat, qui donnent exactement le même résultat. J'ai eu des gens, des scientifiques très pointus, qui savaient s'entraîner, qui étaient déjà très carrés, surtout l'alimentation, comment boire, l'entraînement, etc., et qui se sont lancés sur des ultra longues distances et qui ont jamais remis les pieds dans des baskets. Donc, preuve que la connaissance ne fait pas tout, et que l'expérience là entre en jeu, dans le sens où chacun est différent à ce niveau-là. Autant on peut mettre un plan d'entraînement petit à petit un peu plus adapté à tout le monde, ce qui n'était pas le cas, hein. Il y a encore 4-5 ans en arrière, on disait on te file un plan d'entraînement, oui, sur un 10 bornes sur route, pour 9 personnes ça va fonctionner sur 10, mais en ultra, je suis désolé, mais sur 10 personnes à qui tu vas appliquer le même plan d'entraînement, il y en a 4 qui vont fonctionner, et puis les autres, ça va être bon an, mal an, ils vont réussir à faire un truc. Mais il y a tellement de facteurs différents, comme le travail en montée, le travail en descente, la gestion de la nutrition, la nuit, courir de nuit, être capable de boire et de manger en courant, la gestion de la distance, les émotions. Donc voilà, c'est d'autres facteurs que juste d'être capable de faire un 10 bornes sur route. Après, je pense que à l'époque où je faisais plus d'ultra, il y a un facteur qui était non négligeable à prendre en compte, c'est que ça allait beaucoup moins vite. Et que le fait que ça aille moins vite, c'est comme les marathoniens. Un marathonien, il travaille à 92% de sa VMA, il travaille de manière spécifique pour 2 marathons dans l'année, il a 3 mois de prépa, 3 mois de récup, 3 mois de prépa, 3 mois de récup, ça lui fait son année, il a ses 2 marathons objectifs, il va faire quelques courses qui vont être des courses préparatoires. Et en ultra, c'est exactement la même chose, sauf que c'est ramené à la vitesse de l'ultra. C'est-à-dire qu'en gros, si on rapporte distance dénivelée, si un marathonien travaille à 90-92% de sa VMA, nous, on va travailler à 60, 70, 72% peut-être, et ce qui fait qu'on va pouvoir faire un peu plus d'épreuves si on est préparé correctement dans la saison. Par contre, comme la vitesse va en augmentant, comme la qualité de la préparation est de plus en plus proche d'une préparation marathon, ça ne veut pas dire qu'on fait les mêmes exercices, mais qu'on fait au moins la même densité d'exercices et la même quantité d'entraînement. Et forcément, on va se rapprocher vers une limite physio et physique qui va faire que, au bout d'un moment, on va plus pouvoir faire autant d'ultra, et que dans une saison, si on fait 2 ou 3 ultras pleins, c'est vraiment déjà pas mal. C'est vraiment pas mal. D'où l'importance d'être coaché, j'imagine, et de bénéficier du coup de l'expérience de quelqu'un d'autre. Coaché, ou tout au moins, ou tout au moins d'être renseigné sur les tenants et aboutissants de vouloir en faire beaucoup. Je prends un exemple simple. Je suis un ami là en entraînement. Il avait jamais fait plus de 45 km
jusqu'à l'année dernière. Je l'ai préparé sur un an et demi pour se préparer pour l'UTMB. Vraiment quelqu'un de lambda, 45 ans, et il a fait une première course en début de saison à 40 km. Il a fait un 80 km au mois d'août pour régler vraiment les vitesses bien spécifiques, pour rester vraiment dans les clous en termes de vitesse, parce que si on veut aller plus vite, on peut, mais on ira bien moins longtemps, ça c'est logique. Et en fait, la préparation a été vraiment basée sur cette zone très particulière qui est la zone 3 entre l'anaérobie et puis l'endurance fondamentale, dans cette zone-là. Il fait 162e à l'UTMB parce qu'il a respecté cette zone. Il a été au-dessus sur une autre épreuve un peu plus courte avant. Il a explosé. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Actuellement, on arrive à se transcender sur une épreuve, mais l'entraînement est là et toutes ces données-là, moi, il y a encore 5 ou 6 ans en arrière, il y avait des débuts de données, mais on est un sport très jeune, on est très très jeune, donc le recul, on l'a même pas encore, même par rapport à des gens comme moi, on l'a pas encore. C'est clair. Et c'est un sport qui est quand même assez particulier. On avait Nico du podcast Let's Trail qui nous disait en fait le trail c'est 3 sports, c'est monter, courir et descendre. Pour toi, comment tu peux rajouter aussi l'alimentation et le sommeil. Ouais, mais bon, là t'es plus dans mais les entraînements, c'est des facteurs maîtrisables. Mais je veux dire, voilà, toi, comment tu fais du coup pour t'entraîner? C'est quoi tes types d'entraînement? Tu te fais des entraînements uniquement, monter, descendre, comment tu travailles ta technique en descente? Par exemple, tu parlais de caméra embarquée, comment tu fais pour descendre à fond de balle avec une caméra dans la main? Alors, la descente, tout dépend d'où on démarre, parce qu'on démarre pas tous du même endroit. En gros, pour être plus simple, quelqu'un qui naturellement a du pied va avoir beaucoup plus de facilité en descente et on va pouvoir tout de suite le mettre dans des conditions relativement techniques. Une personne qui appréhende en descente, si on le met dans un terrain technique, il progressera pas. Attends, ouais, c'est ça, c'est quoi avoir du pied? Avoir du pied, en fait, c'est en athlétisme, c'est primordial. C'est être capable d'avoir une qualité de pied, une qualité de tenue, et en fait, cette qualité musculaire au niveau du pied, elle est engendrée par de la préparation et de la préparation physique, de la préparation hivernale, de la musculation, et ça permet vraiment de décider et de choisir l'endroit où tu vas décider de poser ton pied. Tu ne subiras pas le terrain. Quand la majorité des gens ne font pas de prépa hivernale. Pour la majorité, en fait, ils subissent le terrain. Ce qu'ils apprennent à l'entraînement, en fait, c'est juste à durer, et à durer bon an mal an avec les douleurs. Quand tu fais une vraie préparation hivernale musculaire, aussi bien qu'une préparation en descente, et la descente est beaucoup plus importante que le travail en montée. Voilà, ça c'est dit. On sait ce qui casse les fibres, c'est pas la montée. Et ce qui casse les fibres, c'est la descente. Et puis quand vous êtes cuit en descente, c'est fini, ça s'arrête. Alors que quand on est cuit en montée, on pourra toujours monter. On sort les bâtons, on avancera tout le temps. Par contre, en descente, vous êtes sur le bord et c'est terminé. En plus de ça, le travail en descente, c'est un travail qui est très très spécifique. Et je le vois sur la majorité des gens qui abandonnent sur l'UTMB. Ils abandonnent sur la première moitié. Pourquoi? Parce que sur la première moitié, vous avez 3 grosses descentes de 1000-1200 mètres de négatif qu'il faut enchaîner. Et c'est ces 3 enchaînements, quand ils arrivent à Courmayeur, ils se disent « Putain, mais j'ai plus de jambes ». Alors que la suite est relativement plus facile. Quand je dis plus facile, il y a des montées, des descentes, mais les temps de descente sont moins longs et sont moins traumatisants. Malgré tout, quand on est cramé, on est cramé. Alors qu'en montée, on peut toujours refaire un petit peu de jus, se refaire une santé. Et le fait de se refaire une santé, ça permet vraiment de se dire, bon bah voilà, en ultra, c'est jamais fini. Jamais. Quand on peut être... moi je l'ai vécu, j'ai des copains qui l'ont vécu, on peut être mais complètement à la rue, complètement cramé au bout de 50 bornes. Avec moi j'ai vécu le côté je faisais que de gerber parce que j'avais une intoxication alimentaire et j'étais dans les 50 60e après 50 kills. J'ai gerbé une dernière fois abondamment
Et je suis reparti. Et sur le 125 km de la Lavaredo, je finis 8e. Et pourquoi ? Parce que tout est possible. Et en ultra, c'est ça. Ce qui est énorme, c'est que tout est possible. Ouais, parce que c'est tellement long aussi. Je veux dire, c'est des étapes qui sont tellement longues qu'en fait, t'as le temps de passer par tous les étapes. Et le corps a des ressources. Mais inimaginables. Tout le monde est capable de faire un ultra. Oui, potentiellement. Ouais, bien sûr, avec la bonne préparation. Ouais. Potentiellement, tout le monde est capable. Après, avec la préparation, voilà. Après, tout le monde a pas le mental et la mentalité pour faire de l'ultra. Et chacun doit trouver sa distance. Et tu le disais, c'est super important, je pense que ça vaut la peine qu'on le répète, mais la préparation physique générale, donc vraiment le fait d'avoir, enfin tu parlais de préparation hivernale par exemple, on a parlé aussi d'escalade, je pense que l'escalade c'est aussi une très bonne préparation physique générale, ça te permet d'être bien gainé, de travailler un peu le haut du corps, etc. Et effectivement, quand tu dis... il y a des gens qui ont du pied, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui subissent un petit peu le terrain. Mais ça se voit même sur la course à pied, je veux dire sur piste ou sur route, enfin même sur des distances plus ou moins courtes. Tu vois les gens qui gardent une foulée relativement aérienne. Tu vois qu'ils sont bien dans leur élément, ils sont pas en train de subir. Et puis t'as les autres effectivement qui ont le petit coup de barre. Et là tu vois qu'ils sont en train de se faire du mal, quoi. Mais le 30e kilomètre, le fameux mur du 30e, c'est quelque chose qui se prépare. C'est quelque chose qui se prépare parce que c'est pas, physiologiquement c'est presque expliqué, hein, c'est quasiment expliqué et la prépa physique aide en amont à être beaucoup plus détendu sur les 30 premiers kilomètres et permet de passer. Après, on a des caractéristiques assez intéressantes dans le monde du marathon parce que on est encore au pasta party et à charger en glucides les jours avant, etc. Donc on est encore à la période de Cro-Magnon au niveau nutrition, quoi. Donc là-dessus, c'est assez amusant et nous, je sais qu'on a un gros temps d'avance en trail et en ultra. Et en triathlon aussi, on en parlait aussi là, avec Valentin Lacroix qui est nutritionniste et qui nous qui J'ai fait ma formation avec lui. Ah bah voilà, super. Ah, le monde est petit. J'ai fait ma formation avec Anthony. Très bien, avec Anthony Bersou que je connais aussi parce que j'ai aussi fait la formation en micronutrition de sport d'endurance avec lui. Donc on a dû faire la même. D'accord. Et oui, en fait, c'est Valentin qui nous a d'ailleurs mis en contact. Donc merci à Valentin qui nous écoute probablement. Oui, c'est la chance d'avoir accès à ce type de formation là sur les 2 dernières années. Pour moi, c'était fabuleux parce que j'ai dû faire appel à des vieux souvenirs, hein, à mes souvenirs d'étudiants et malgré tout ça a été hyper formateur et ça me sert maintenant au quotidien. Donc j'ai de plus en plus de gens qui me demandent des conseils, qui me demandent et j'arrive à permettre à certains de passer sans encombre sur des ultras où avant au bout de 40 km il y avait des problèmes gastriques et autres, ce qui est hyper intéressant. Non, je suis d'accord avec toi. Et pour ceux qui ne savent pas, on parle de la formation de la clinique du coureur en nutrition et en tout cas moi j'avais fait celle en micronutrition. Alors je sais pas s'il y en a peut-être d'autres aussi, mais c'était avec Anthony Bersou, c'était effectivement en fait très intéressant. Anthony Berthoud, Oui, Anthony Berthoud fait une formation complète sur la nutrition en général, avec la prise en compte des contraintes environnementales maintenant, avec toutes ces choses-là. Et moi, j'ai eu la chance sur les 2 dernières années de pouvoir le faire avec lui en présentiel sur Paris, Angers, à Nantes, à Lausanne, et puis ensuite, malheureusement avec le Covid, en version podcast et c'est vrai que sa façon et son approche de la nutrition est hyper intéressante parce que non lobbyingée par toutes les industries qui malheureusement pourrissent la vie de certains gens, de certaines personnes qui s'en rendent pas compte, mais bon, je suis d'accord. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si on ouvre le chapitre de la nutrition, je pense qu'on en terminera jamais cet épisode. Mais donc pour revenir, mais justement, juste pour faire une petite parenthèse, un Sébastien Chéniaud, ça mange quoi sur un ultra justement?
Alors ça peut être c'est assez paradoxal. J'ai fait des ultras avec une barre énergétique et 120 bornes avec une barre énergétique. Tu manges pas hyper régulièrement. Mais par contre, non, c'est plus déjà, je prends très peu de boissons énergétiques, très peu. Je consomme énormément de boissons enrichies en sels minéraux, entre autres. Après, je mange des petits morceaux de barre, mais sur un ultra type montagne, je vais consommer sur des ravitaillements où j'ai accès à un ravitailleur. Je vais manger, je vais faire des petites boulettes de riz ou de polenta ou de la patate douce, des choses comme ça, pour avoir du vrai, du solide. Je mange énormément de gras. Pas pendant l'épreuve, mais au quotidien. Avec, j'ai un régime qui est plutôt low carb méditerranéen, je dirais. Avec, je dis low carb entre guillemets parce que je consomme quand même des riz semi-complet ou complet, et puis des légumineuses. Avec donc beaucoup de corps gras, des purées d'amandes, des choses comme ça au quotidien, ce qui me permet vraiment d'aller m'entraîner et de faire des sorties de 2-3 heures avec juste une flasque ou 2 flasques d'eau avec des sels minéraux et en utilisant mes filières de gras et en n'ayant pas faim pour autant, quoi. Donc ça, c'est des choses aussi à développer. Je pense que ça devient un petit peu un standard sur les sports d'endurance, et au plus on rallonge la distance, effectivement, au plus on a tendance à se diriger vers ce type de régime. On a un petit peu glissé sur la nutrition. On était en train de parler de la préparation hivernale. Ouais, et puis moi j'ai essayé de faire en sorte de rester. Je suis resté pendant 2 ans en fait en régime cétogène, de manière à pousser vraiment l'expérience jusqu'au bout. En tant que scientifique, c'était normal, et ça m'a permis de me rendre compte des effets du cétogène, et c'est vraiment hyper intéressant. La parenthèse est fermée. Écoute, on te réinvitera à l'occasion pour débattre nutrition. C'est un sujet, moi, qui me passionne, donc. Faut inviter Fabrice Kuhn, le docteur Fabrice Kuhn, qui est très. On a écrit quelque chose ensemble, et c'est très très intéressant. Je vous invite à aller lire justement sur les régimes cétogènes adaptés aux sportifs. Super. Écoute, je note ça, merci. Bon, pour terminer, du coup, l'autre parenthèse qu'on avait aussi ouverte sur la préparation hivernale. Quand on fait du trail, ce qu'on aime bien, c'est courir, c'est être en montagne. Quand on fait du triathlon, c'est être sur son vélo, c'est être en train de nager. Enfin voilà, c'est être en train de faire le sport en tant que tel. La préparation physique générale, donc le renforcement musculaire, l'exercice de mobilité, etc. C'est pas toujours le premier truc qu'on a envie de faire. C'est parfois un petit peu la corvée qui est il faut le faire parce que on sait que c'est important, mais on prend parfois moins de plaisir à ça. Pour toi, ce qui est normal puisque c'est pas vraiment de la course à pied. Ouais, c'est ça, c'est pas le sport pour lequel. Mais donc du coup, comment tu fais et comment ça ressemble à quoi une préparation hivernale pour toi en trail, et est-ce que tu parviens à y mettre un petit peu de plaisir, à trouver un truc, je sais pas, mettre un peu de rendre ça un peu ludique, on va dire. Alors, moi, ça me pose pas trop de problème de le faire. Le côté que je trouve le plus rébarbatif, c'est je le fais tout seul à la maison, et ça, je trouve ça un peu difficile. Donc moi, j'ai plutôt tendance à le faire dans une salle avec des copains. On essaye de faire une séance assez proche avec je dirais adaptées à chacun, mais ensemble. Les échauffements, les récup, toutes ces choses-là, ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'un peu plus entraînant. Et moi, c'est en gros 2 à 3 séances par semaine pendant 3 mois, avec des charges très lourdes, en demi-squat jusqu'à 240 kilos. Donc c'est vraiment développer de la force, de la puissance. Et ensuite, ça m'arrive aussi de faire des sorties de trail en montagne avec un gilet lesté à 8 kg. D'une manière générale, quand je faisais le Libyan Challenge, par exemple, c'était souvent en février, je l'ai fait 2007, 2008, 2009, après je suis allé au Tchad. C'est des courses de 220 km en autonomie complète, donc c'est 10 kg sur le dos dès le départ. C'est 30 litres d'eau parce que c'est 30 heures de course.
Quand je dis 30 litres d'eau, c'est pas 30 litres d'eau d'un seul bloc, hein, c'est des points de ravitaillement en eau, mais on est totalement autonome. Textile, nutrition, totalement autonome. Et donc la préparation se faisait systématiquement avec un poids, puisque je cours avec un poids dans le sable. Voilà. Donc et là, ces dernières années, depuis 2-3 ans, c'est avec le sac et la caméra, donc c'est 2-3 kilos. Donc ça reste quelque chose de tout ce qui est plus actuel. Et je reste avec un principe bien ancré en tête, plus durer l'entraînement, plus facile est la compète. Et ça, tu sais, le no pain, no gain, ça reste véridique et ça reste vraiment d'actualité. Et je trouve que le fait d'avoir en période hivernale une préparation physique, ça permet aussi de pouvoir peut-être faire des choses à l'intérieur, de rester sur peut-être une séance de 15-20 minutes à l'extérieur et puis après on rentre et puis à l'intérieur un peu en famille avec moi je le fais avec ma femme, c'est une séance d'étirement en fin de journée ou c'est une séance de PPG, de prépa physique, de gainage, d'entretien. Et puis c'est aussi faut penser à ça aussi, c'est que quand on fait de la prépa physique de ce type-là, il faut le transformer. Il faut le transformer dans notre activité. Donc, il faut continuer à garder de la course à pied. C'est-à-dire qu'en gros, on aura un même programme pour un VTTiste que pour un coureur en trail, en course en montagne. Sauf que derrière, lui, il va le transformer dans le vélo. Et puis, moi, je vais le transformer dans du trail, quoi. Et ça, la transformation, autrement, on devient hyper puissant, mais inutile. Et on prend du poids, donc faut vraiment éviter. Et ce jonglage-là, il est pertinent quand il est accompagné, fait par quelqu'un de professionnel dans ce milieu-là, et qui permet en plus de ça de trouver des séances toujours un peu différentes. C'est ce que je dis, hein, les entraîneurs, ils sont là pour amener des séances qui vont vous sortir de l'ordinaire, qui vont être là aussi pour sortir de notre confort, parce que quand on s'entraîne seul, on a tendance à toujours faire la même chose. Et même si ça fonctionne, hein, mais le corps il s'habitue. Et les étirements, au bout de 6 mois, si vous faites toujours les mêmes, après ça sert à rien, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi, et c'est d'ailleurs très vrai aussi pour ne fût-ce que les circuits que tu vas faire, tu sais, les parcours d'entraînement. En fait, moi je le sais, si je roule seul à vélo par exemple, ou même à pied, je sais que je vais faire à chaque fois les mêmes parcours. Alors que si je vais avec des amis, peut-être que voilà, ils vont me proposer quelque chose, et ça va me permettre aussi de varier un petit peu. Découvrir des nouvelles choses. Voilà, c'est ça, découvrir de nouvelles choses, et en fait, avoir un peu plus de plaisir aussi, parce que sinon, c'est vrai que ça devient vite routinier, quoi. Et le fait de s'entraîner en groupe pour la PPG, enfin moi, c'est le seul truc qui fonctionne, quoi. Pour moi, faire de la PPG à la maison seul, c'est impossible. Enfin, j'ai essayé, ça fait des années que à chaque fois je me dis je vais y aller, mais à chaque fois j'arrive pas à tenir le truc, quoi. Donc c'est vraiment une discipline à se mettre. Donc, et c'est vrai que le faire en groupe, que ce soit dans l'agenda, avoir un commitment, quoi, un engagement, je veux dire. C'est le côté moins plaisant. Moi, ce que je me suis mis en place aussi, c'est que la salle où je vais ouvre le matin à partir de 6 heures. Elle est ouverte. Donc c'est avec un pass, on a un pass, et il y a certains appareils qui sont non utilisables tant qu'il n'y a pas un responsable, ce qui est normal, hein, c'est des histoires d'assurance et tout ça. Mais la majorité des exercices, ce qui fait que quand un responsable arrive, vous êtes échauffé, vous avez fait les exercices de base, vous pouvez faire, et puis en gros à 7h30 je suis rentré à la maison. 7h30, je réveille mes gamins, ils vont à l'école, on prend le petit déj ensemble, et puis voilà, quoi, la journée commence, et je peux refaire une séance de ski de fond en début d'après-midi, par exemple. Et là, voilà, l'hiver, je me retrouve à faire du bi-quotidien sans m'en rendre compte, et tout en ayant malgré tout du plaisir à faire ce type d'effort, et à rentrer dans un rythme. Je pense qu'il faut rentrer dans un rythme aussi pour pouvoir prendre certaines habitudes et puis se sentir bien, quoi. Quand on commence à sentir les évolutions, c'est énorme, hein. C'est énorme. Moi, la première année où j'ai fait de la prépa physique, musculation, vraiment pure et dure, c'était l'hiver 2010, début 2011. Et pour moi, ça a été un tournant, mais monumental. Je me suis retrouvé à gagner Trans-Grand Canaria vraiment hyper facilement. En février, j'ai fait 3e au Japon, j'aurais pu gagner, mais j'avais pas envie. Voilà.
Ouais, il faudra que tu m'expliques. J'aurais pu gagner, mais j'avais pas envie. Il faut que tu m'expliques ton esprit. C'est très simple. C'est très simple. Je finis à moins de 10 minutes de la tête de course. Et en gros, je me suis arrêté plus de 25 minutes sur les derniers ravitaillements pour discuter avec les gens. Donc, le calcul est relativement simple. Mais j'étais tellement bien. Et puis, au pied du Fuji, c'est juste incroyable. Voilà, quelques semaines après, je gagne la Hard Rock aux États-Unis. Donc là, voilà. Bon, des saisons absolument incroyables. Je fais l'année 2011, j'ai la chance de faire 3 à l'UTMB en ayant fait 150 km avec Kilian. On a discuté tout le long. On avait fait le Mont Blanc la semaine avant. Enfin voilà, c'est des années incroyables. Et ça, pour moi, ça a été des réelles avancées au niveau prépa par l'intermédiaire de la prépa physique. Par contre, voilà, je m'y collais, quoi. Je m'y collais. C'était, je finissais les 3 mois de prépa, j'étais cramoisi, vraiment. Par contre, après quelques jours, quelques semaines de récupération, de remise en route, de transformation, je me retrouvais sur des épreuves qui avaient des chronos de référence en 11 heures. Sur un ancien parcours de la Lavaredo, le parcours de référence, c'était quelqu'un qui avait été champion du monde de 100 km, qui avait fait 11 heures sur le 90 km. Moi, je fais 9h30 et je gagne avec 1h30 d'avance sur le deuxième parce que j'ai pu courir partout et puis que physiquement j'étais prêt, quoi. La préparation physique, je pense qu'on n'en fait jamais assez de toute façon. Je crois que ça conclura un petit peu cette parenthèse, mais voilà, on n'en fait jamais assez. Ouais, la conclusion de ça, c'est peut-être PPG, c'est gagné, non? On pourrait l'intituler comme ça, l'épisode. PPG correctement, et puis après, il faut vraiment que ça soit transformé. Voilà, pour que l'essai soit validé. Bon, c'est un point de vue. Tu disais que toi, t'en as ressenti les bénéfices. Moi, j'en ai ressenti aussi peut-être l'effet, le contre-bénéfice à arrêter justement, parce que pendant le confinement, tous les matins, je me levais à 5 heures, je faisais ma petite demi-heure de PPG, et puis j'avais la banane toute la journée, etc. Et puis le confinement ayant pris fin, la vie de famille, j'ai un peu plus de mal à me lever. Maintenant, je fais plus ma PPG et c'est là que je me sens un peu plus mou. Quand je vais courir, je sens que j'ai les abdos qui sont un peu plus relâchés, etc. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Faire de la PPG et bien la transformer, c'est gagner. Ça marche comme ça. Ouais, c'est bien comme slogan, ça. Bon, tu nous disais tout à l'heure que tu es toujours chez North Face. Qu'est-ce que ça veut dire être chez North Face? Ça veut dire que North Face est ton sponsor ou ton sponsor principal. Il te verse un salaire ou une indemnité annuelle. Et qu'est-ce que tu leur rends en contrepartie? En fait, j'ai un contrat de sponsoring depuis 15 ans déjà chez North Face. Ce qui veut dire que je cours avec la marque, pour la marque. Alors moi, j'ai la chance d'être assez proche du bureau de R&D chaussures. Donc j'ai la chance de pouvoir participer au développement des produits chaussures, ce qui fait que c'est là où c'est intéressant. Après, le reste du développement, tout ce qui est textile, c'est plutôt à Denver. Donc dans le Colorado, c'est un petit peu plus compliqué depuis quelques temps. Mais il y a cet aspect-là, il y a l'aspect aussi communication qui est important. Et ensuite, représenter la marque sur les épreuves, c'est aussi une de mes fonctions. Les gens m'associent à North Face parce que ça, oui, comme Kilian jusqu'à dernièrement a pu être associé à Salomon et restera très certainement associé à l'image de Salomon parce que ça reste quand même. Il a passé 18 ans là-bas. Donc ça reste assez important. En plus, la pérennité du fait de rester malgré les années, malgré les difficultés, malgré toutes ces choses-là. Je pense que ça, c'est un vrai gage d'échange par rapport aux marques. Et l'athlète Kleenex, c'est pas vraiment dans l'état d'esprit de la marque. Maintenant, je sais que c'est quand même une chance pour moi. Encore, je reviens sur cette chance d'avoir rencontré cette marque parce que on a pu s'entendre sur des objectifs, sur des choses sans avoir d'obligation de résultat, d'obligation de course, en ayant toujours une façon d'opérer de manière très
je dirais très libre, très simple, et ça je les en remercie tous les jours parce que ça me laisse une souplesse qui permet de m'exprimer pleinement, quoi. Tout à l'heure en off, tu nous disais que tu connaissais, tu accompagnais un petit peu un petit jeune qui hésite son cœur balance entre le triathlon et le trail. Ça commence avec les mêmes mots, avec les mêmes lettres plutôt. Après, c'est plutôt le chemin qui diverge un peu. Quelle similitude tu pourrais faire un petit peu entre le trail, voire l'ultra trail, et puis le triathlon, voire le triathlon un peu plus long, comme l'Ironman par exemple? Ouais, ça reste, c'est des histoires d'engagement aussi bien au niveau de l'entraînement, le temps passé, que d'un point de vue du temps passé après sur natation, vélo, course à pied, quoi. Ça reste des temps relativement longs, des 7, 8, 9, 10 heures pour certains, donc c'est assez proche d'un ultra, même si c'est pas aussi long. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les pourcentages de travail qui sont impressionnant bien sûr sur le triathlon, mais c'est plus dans l'état d'esprit de se dire voilà, en marathon c'est 92%, en trail, en ultra on est 70, 72, et ben le triathlon ça se situe un peu au milieu, quoi. C'est un peu entre la longue distance du trail et puis le marathon, voilà, c'est un peu dans ces milieux-là. C'est sûr que on va pas rester à 92% pendant les 3 bornes et demie, les 180 et les 42 bornes. Mais on va être plus haut que une vitesse d'ultra course à pied, quoi. Donc c'est dans ce milieu-là, et ça reste des domaines exigeants physiquement, des domaines qui sont techniquement, qui sont après il y a des choses un peu différentes parce que dans le triathlon il y a toujours le côté vélo, le côté combinaison, le côté qui vont peut-être un peu intervenir sur le résultat, mais c'est un peu, faut toujours pédaler, faut toujours bouger les bras pour nager, faut toujours il y a quand même un engagement aussi bien en entraînement que parce qu'on peut pas être triathlète du jour au lendemain, quoi. Il faut un peu se préparer, quoi. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux sports, et en même temps il y a aussi beaucoup de triathlètes qui font du trail ou éventuellement des trailers qui se mettent sur le triathlon, ça arrive aussi. Ouais, moi j'en connais, hein. Mais j'en connais quelques-uns. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et alors avec peut-être l'âge aussi, on a tendance à aller vers des distances de plus en plus longues. Alors il y a de l'ultra en triathlon aussi, ça existe, mais bon, c'est toujours un peu plus compliqué au niveau logistique, etc. Et donc c'est vrai que souvent quand on veut aller encore un peu plus long après la distance Ironman, on peut être tenté d'aller vers de l'ultra trail, quoi. Ouais, c'est une bonne transition, je pense, hein. C'est une bonne transition parce que quand on a fait l'Ironman, derrière, on est dans l'ultra résistance. Quand je dis ultra résistance, on est dans du temps passé à s'employer, quoi. Et puis il faut y aller, quoi. Faut pas, je vais pas m'arrêter, pique-niquer. Voilà, c'est quand t'es parti, quoi. Donc et puis même, je pense que l'état d'esprit d'un triathlète, ça va être à peu près le même état d'esprit qu'un coureur d'ultra. C'est il y a un côté un peu compète et un côté défi vis-à-vis de soi-même, pas spécialement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi-même qui est non négligeable. Tu nous as dit que tu faisais aussi un peu de vélo en été pour faire des entraînements croisés. Le triathlon, ça t'a déjà tenté, ou bien juste la natation, c'est pas ton truc? J'en ai fait un, mais courte distance. Après, je nage comme une enclume avec une clé à molette autour du cou. Et ce qui fait que faut que je me recolle à la natation, et c'est vrai que ça prend vite du temps. Et puis l'entraînement, c'est vrai que l'entraînement triathlon est moi je trouve beaucoup plus chronophage. Est-ce que c'est plus chronophage qu'en ultra trail? Je pense que oui, parce que le temps de sortir, de se mettre la tenue de vélo ou la tenue de natation ou il y a un peu plus de logistique, plus de matériel, moi je vois là en ce moment je suis content d'être coureur, quoi. Parce que j'ai 35 cm de neige à la maison, en natation ouais, d'accord. Le lac ouais, et puis le vélo les descentes il fait froid. Non, je suis content d'être ultra trailer.
Ouais, mais ça c'est quand tu habites dans la montagne. Mais d'un autre côté, sur la partie chronophage, oui, ça peut paraître plus chronophage. D'un autre côté, et tu en vantais les mérites au début de cet épisode, tu nous parlais du croisé, justement, de courir et rouler et autres. Quand tu fais du triathlon, même si tu fais de l'ultra triathlon, même si tu fais de l'Ironman ou du DK Ironman, tu vas pas t'entraîner comme tu t'entraînes en ultra trail. Tu vas pas faire des semaines à 350 bornes de course à pied. Par contre, tu vas peut-être faire 100, 120, 150 bornes de course à pied et rajouter 1000 bornes de vélo. Donc, tu vois, tu as quand même cet aspect croisé au niveau chronophage dans la semaine. Ouais. Après, ce qui est intéressant dans le triathlon, c'est pour ça que les triathlètes qui viennent dans le monde de trail, de l'ultra, ils peuvent être compétitifs. C'est que ça soit en natation ou en vélo, on est sur des sports portés, donc hyper économiques au niveau articulaire. Même si ce sont pas les mêmes groupes musculaires, même si le travail en descente, ça restera le travail en descente. Il y a énormément de similitudes et l'endurance des fibres est aussi hyper intéressante. D'accord, mais quand tu parles de... Allez, tu disais que tu faisais 300 bornes à pied. Non, ça c'est des périodes où je faisais du long. D'accord. Maintenant, quand j'ai des semaines de sorties un peu longues, je fais entre 150 et 200 km par semaine. Ok, mais donc, admettons, 150 et 200 km, on est déjà plus la PPG... T'es déjà à une bonne vingtaine d'heures, quoi. T'es entre 20 et 30 heures facile. Oui, à peu près, ouais. Parce que finalement, le triathlète de haut niveau, entre guillemets, on va dire, il est dans ces eaux-là. Hein. De temps en temps, il va aller un peu au-delà, mais... Après, j'ai discuté un petit peu avec Fred sur certaines sessions. Fred me disait que lui, il était entre 40 et 45 heures. Ouais, mais pas toute l'année. Ça, c'est dans les périodes de pic. Non, pas toute l'année. On des périodes de prépa, oui. Mais c'est ça peut monter. Ça peut monter dans les 40-45 heures. Mais après, je crois que la moyenne sur l'année, on est plutôt aux alentours des 20 heures, je pense, sur la semaine, tu vois. Ouais. Après, un coureur comme Kylian, à la période où on se croisait régulièrement, lui, il faisait quand même pas mal de temps passé en montagne. Après, il y a du temps passé en montagne, passé à l'entraînement, c'est pas pareil. Mais il passait énormément de temps en montagne, des 30-35 heures par semaine. C'était très régulier, des 20-25 000 de positifs, c'était très régulier. Moi, à l'époque, je faisais 150-200 km. Je faisais peut-être entre 12 000, 13 000. Et ça me suffisait pour être performant en ultra. Des Ludo Pomeray, il fait entre 10 et 12 heures d'entraînement par semaine. Malgré tout, il gagne la Diagonale des Fous cette année. Voilà, à côté de ça, il travaille, il a un job, quoi. Donc, avec 10-12 heures, en préservant les qualités, puis en faisant bien attention à préparer correctement l'organisme à ce qui l'attend en termes de conditions de course ou de conditions de préparation et d'entraînement, on peut être pertinent. On peut vraiment être pertinent. La première année où je gagne Transgran Canaria, donc c'était en février, fin février, c'était 2012, je faisais 70 km par semaine. Oui, mais t'avais la caisse qui allait bien derrière. Déjà, t'avais l'expérience de l'athlétisme, t'avais toutes les bornes que t'avais fait avant, t'avais la caisse qui allait bien. Donc... Bien sûr, mais ça empêche pas que je faisais 70 bornes dans la neige pendant tout l'hiver, quoi. Et je pense que la notion de quantité, elle est plus là pour rassurer l'athlète que pour en faire un athlète de qualité. Hein. C'est aussi de la fatigue. Hein. Oui, non, bien sûr. Je crois que il y a pas de règles standard par rapport au volume. C'est un peu ça dépend un peu de chacun, mais donc voilà, c'est vrai que le triathlon ça peut être chronophage. Maintenant, le trail aussi. Ça dépend un petit peu de chacun et de quels sont nos objectifs, quoi. J'ai des cas de figure de personnes qui font 50 bornes par jour tous les jours. Hein. Ouais, voilà. Et ça les rend pas plus performants. Je pense que ça les rend comme les autres de passage. Oui, c'est ça. Ils risquent d'exploser à un moment ou l'autre, quoi. Tu nous parlais tout à l'heure en off, avant de commencer cet épisode, donc de ton boulot aujourd'hui, puisque tu travailles dans la production audiovisuelle et que tu suivais certaines courses, caméra embarquée, et tu nous disais notamment que tu avais bossé pour l'Alpsman, qui est quand même un triathlon assez connu. Ça fait partie des gros triathlons, on va dire, en France. Difficile. Voilà, difficile. Quand je dis un gros triathlon, c'est
effectivement les costauds, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Les 180 km de vélo sont déjà en montagne, autour du lac. Il y a pas grand chose de plat. Côté du lac d'Annecy, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, les kilomètres de natation sont dans le lac. Ensuite, il y a les 180 km de vélo qui sont tout autour du lac. Quand je dis tout autour, c'est pas au bord du lac, ça reste vraiment de la montagne. Et puis après, il y a les 42 km qui sont à 60% à peu près sur le bord du lac, donc autour du côté de la piste cyclable du lac d'Annecy. Et lorsqu'on arrive avant un certain horaire, donc je crois que c'est 17h30, quand on arrive avant un certain horaire, on sonne une cloche et à partir de là, ça nous donne, ça donne l'autorisation à la personne qui a sonné la cloche d'aller à l'arrivée qui est au sommet du Semnoz. Le sommet est en gros, le lac est à 400 mètres, 440 mètres à peu près d'altitude, et le sommet du Semnoz, c'est quasiment 1800 mètres, 1780 quelque chose. Donc, la dernière partie se fait en trail ascensionnel uniquement, parce qu'il n'y a pas de descente. Et en fait, avec ces dernières années, avec ma femme, sachant qu'elle couvre l'événement en tant que société de production, boîte de production des images spécifiques à l'Alpsman, je faisais la caméra embarquée avec un système GoPro bien sûr pour filmer et accompagner les premiers, deuxième, troisième pour rester avec eux et puis être là un petit peu s'il y a des faits de course, s'il y a des moments particuliers sur la tête de course. Et voilà, quelque part, c'est mettre à disposition mes capacités et mes qualités de coureur en montagne mais quand ils arrivent à ce stade-là, ça court plus très vite, donc ça va. Je sais pas si tu connais Timothée Nallet de Peigné Outdoor. Oui. Non, Peigné Vertical, pardon. Ouais, que j'avais eu l'occasion de croiser et d'interviewer en 2015. Et à ce moment-là, il était photographe officiel de la Maxi Race, qui était le support des championnats de France de trail. Et il me disait, en fait, je suis plus crevé après une maxi race à couvrir en tant que photographe vidéaste plus que à la courir elle-même. Est-ce que toi ça te fait ça après l'Alpsman ou après d'autres courses que tu vas couvrir avec la caméra? Ouais. Après les courses type semaine UTMB, oui. Parce que sur une semaine type UTMB, j'accompagne la tête de course. Alors cette année, François, je l'ai accompagné sur l'UTMB à peu près 60 km. Sur l'ensemble des épreuves, je fais toutes les épreuves courtes avec la tête de course homme dans les descentes et autres. Je fais quelques allers-retours pour aller récupérer les femmes après. Je fais à peu près entre 100 et 150 km dans la semaine, sur 3 jours, puisqu'on suit aussi la CCC, la TDS et donc l'UTMB. Et en fait, ce qui est fatigant, c'est que c'est du gros fractionné en fait. C'est du très gros fractionné parce que les premières épreuves sont très rapides. Ça tourne sur 57 km. Ouais, ça tourne à peu près à 12-13 de moyenne, malgré le dénivelé. Après, ça tourne entre 10 et 12 km/h sur des CCC mais dans les descentes, c'est sauf qui peut, quoi. Donc, dans les montées, sur certaines épreuves comme l'OCC, les départs, c'est incroyable. C'est assez important. C'est du 1800, entre 1800 et pas loin de 2000 m/h de positif. Donc, c'est violent, hein. C'est violent. Faut être bien chaud, faut être prêt, et ce qui fait que voilà, c'est ce fractionné là qui est fatigant. Je pense que Timothée, c'est ce fractionné là, le fait de changer oui, tu peux récupérer, mais la récupération elle est relative. C'est quelque chose que tu prépares comme un objectif, comme si c'était une course? Non, parce que quelque part je me prépare pour une épreuve quasiment toute l'année. Ce qui fait que je dois être prêt tout le temps. Et puis il y a 2 ans en arrière, on avait on va dire 4 courses dans l'année à suivre comme ça. Donc c'était, je dirais, pour aider l'entreprise familiale. Maintenant, on est en fin d'année, sur les 6 derniers mois, j'ai fait 30 courses à peu près, 30 jours de suivi. Et là, c'est quasiment le double qui se projette pour 2022. Dixit, celui qui disait qu'il fallait pas faire trop de courses sur l'année pour pas se craver. Mais bon, il faut croire que... Ouais, mais ça va, c'est du fractionné court.
Et ce boulot-là, est-ce que c'est quelque chose, si demain tu étais capable, par exemple, de le déléguer, je sais pas, un petit jeune, un stagiaire, tu vois, qui rentre dans la boîte. C'est ce que je commence déjà à faire. Tu commences à le faire, mais est-ce que vraiment tu prends encore un tel plaisir que tu te dis, ça, c'est mon petit kiff perso, quoi? Ah non, mais je prends énormément de plaisir, et puis là où je prends le plus de plaisir, c'est d'aller en amont faire les recos, tout simplement parce que de la reco, ça me permet de collecter assez d'informations pour pouvoir le transformer en plan de tournage. C'est-à-dire que de tel endroit à tel endroit, je peux mettre un VTT électrique. De tel endroit à tel endroit, là, le VTT, il passera pas, donc c'est course à pied. De tel endroit à tel endroit, je reprends le VTT. À cet endroit-là, ouais, je veux bien la course à pied, mais ça va être trop technique. Le VTT, ça passe pas, je mets un drone. Et mon plan de tournage, je vais l'organiser en fonction de ce que j'ai été reconnaître. Donc les courses, je les fais déjà 8, 10, 15 jours, 1 mois, 2 mois avant. Et ensuite, je fais mon plan de tournage pour ensuite filmer les gens sur l'épreuve. Ce qui fait que l'un dans l'autre, je fais pratiquement les épreuves 2 fois. Ok, et t'as jamais d'improvisation dans ces courses-là? Je veux dire, tout est planifié à la minute près? On essaye, pas à la minute près, parce qu'il y a toujours l'incertitude du temps, de la météo, de toutes ces choses-là qui vont faire que s'il pleut, les gens vont courir moins vite. Si il fait froid, ça va courir moins vite. S'il fait beau, sec, qu'il fait pas trop chaud, ça va courir très vite. Voilà. Mais on sait que un coureur, il doit aller de tel endroit à tel endroit parce que on a du réseau de tel endroit à tel endroit. Après, on n'a plus de réseau, donc ça ne sert à rien de courir avec. On le récupère, on ramène ailleurs, etc. Et on a comme ça à peu près une quinzaine de coureurs et VTTistes. Parce que les VTTistes, c'est pas des rigolos non plus, hein. Même si on est en VTT électrique, ça rigole vraiment pas. Dans l'équipe d'ailleurs, on a un petit jeune là qui débute en VTT qui s'appelle Miguel Martinez. Donc c'est champion olympique, 5 fois champion du monde, ça laisse un peu des traces, et puis il trouve ça intéressant que de rendre utile toutes ces connaissances de VTTiste technique et le mettre à profit pour filmer. Donc voilà, c'est. J'imagine, vous devez en recevoir des CV, non? Vous en recevez pas mal? On reçoit déjà pas mal de propositions, mais ouais, non, en termes de qualité, faut les gens se rendent pas toujours compte, hein. Moi j'ai des amis qui m'ont dit ouais, si t'as besoin, pas de problème, je viens. Je vais courir à côté, il y a pas de souci. Je dis si, il y a un souci. Si, il y a un souci de taille quand même. Et on a eu des jeunes qui nous ont été présentés comme étant très forts, etc. Et qui, au bout de moins de 2 minutes, avaient complètement explosé, quoi. Donc voilà. Après, on essaye de faire confiance aussi à des gens avec qui on travaille régulièrement, parce que la formation est pas anodine non plus. Il faut quand même savoir utiliser le matériel, être capable de répondre à des situations de problèmes de matériel, problèmes de connectique, problèmes de connexion, problèmes de branchement, etc. Et ce qui fait qu'à chaque fois, moi, je m'occupe de former les gens, de préparer les sacs, de mettre en situation. Et puis après, s'il y a besoin, je me retrouve à filmer, quoi. Justement, toi, en tant que ultra trailer, en tant que compétiteur, avec un esprit compétitif, est-ce que, en dehors de tout le plaisir que tu prends quand tu couvres des événements comme ça, est-ce que c'est pas un peu frustrant de te dire putain, j'aurais voulu la faire, celle-là, je pouvais la gagner? Non, parce que tout simplement, je sais déjà que le niveau est encore monté, hein, depuis mes dernières compètes. Et puis, je pense qu'il y a un moment où il faut savoir aussi se dire bon, je prends le temps, non pas de la réflexion, mais là j'ai l'opportunité et la chance de pouvoir aider et utiliser ce que je suis encore capable de faire pour faire évoluer et faire sortir encore plus mon activité sportive, mon sport de l'anonymat. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est je suis pas au stade de à qui pissera le plus loin, hein. J'ai passé ce stade-là, et en fait je pense que faut pas imaginer, mais c'est hyper kiffant de pouvoir filmer la tête de course, parce qu'en fait on se retrouve sur toutes les photos et on est en tête de course sans forcément en chier.
Et ça, c'est pas mal. Ça. On l'a vu quand on a été couvrir le triathlon de Mennen avec, qui est organisé par Frédéric Van Lierde. Sans s'en rendre compte, on s'est retrouvés sur les vidéos officielles parce que Fred nous avait fait rentrer dans le carré VIP à l'arrivée pour pouvoir interviewer les gens. Donc c'est sympa de se dire, tiens, j'y étais. On était presque sur le podium. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Mais voilà, après, moi, c'est la chance que j'ai. Au début, c'était un petit peu compliqué les premières années, entre autres sur les UTMB, parce que on a le son avec la GoPro. Donc, je recevais dans l'oreillette, non, Seb, tu peux pas leur parler, faut pas leur parler, etc. Sauf que les coureurs, hein, c'est eux qui venaient me parler. C'est eux. Pourquoi? Parce que je les connaissais. Pourquoi? Parce que ils ont beau, les gens ont beau se dire ouais, mais ils ont du monde qui les assiste sur les ravitaillements. Bon, il y a que 4 points. Hein. Il y a pas non plus énormément sur la quinzaine qu'il doit y avoir sur l'ensemble de l'UTMB, où les gens ont accès, donc et ils ont pas vraiment le temps d'échanger avec eux. C'est plutôt je te file mes bidons, je prends les tiens, et puis voilà quoi, ça s'arrête à ça. Là, ils ont l'occasion de discuter, et j'ai pu avoir des discussions avec François, avec Xavier entre autres, avec Pao, voilà quoi. Attends, faut que tu nous donnes les noms parce que nous on connaît, donc je vois, tu parles de Pao Capel, François. François, tout le monde connaît François Den, et Xavier Thévenard. Donc François a gagné 4 fois l'UTMB, Xavier a gagné 3 fois, Pao Capel a gagné 1 fois. Voilà, donc en ayant ce relationnel-là, quelque part, au fur et à mesure, ça s'est transformé presque en une interview pendant, quoi. Et c'était une interview de luxe. Et le gars, en plus, il te fait tout ça en endurance fondamentale à 18 km/h, évidemment. Donc, lui, il répond facile. Sébastien, ce podcast s'appelle Devenir triathlète. Normalement, la dernière question que je pose à notre invité, c'est comment devenir triathlète. Bon, pour toi, on va faire une petite entorse à la règle, même si tu en as déjà parlé au début de cet épisode. À ton avis, Sébastien, comment devenir trailer? Devenir trailer, en fait, c'est relativement simple. Chacun est trailer, je dirais, sans le savoir, parce que il suffit d'aller marcher en montagne, il suffit de redescendre à sa voiture en trottinant, il suffit, voilà, bon, c'est du trail, hein, c'est ni plus ni moins que d'utiliser les chemins en montagne et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la montagne. Et en fait, d'une certaine manière, est-ce qu'on n'est pas tous un peu trailer depuis qu'on est enfant? Enfin, je veux dire, moi, mes premiers souvenirs de trailer, c'est ça, c'est que j'étais gamin, je courais dans la montagne parce que j'allais à la montagne, bah voilà. Ouais. Et puis, si on pousse même, je dirais, la réflexion jusqu'au bout, c'est même pas forcément en montagne, tout simplement parce que on avait des, comme si vous avez la chance de lire Born to Run, vous avez cette explication de la chasse à l'épuisement qui était utilisée par des peuplades africaines et qui, en fait, tout simplement, était le moyen de subsistance. Les gens l'humanité a toujours fait du trail, quoi. Personne n'a inventé le trail. Le trail, ça a été le moyen de locomotion. L'homme est fait pour courir, et l'homme est fait pour faire des activités de ce type-là. Alors après, c'était avant pour survivre et subsister, alors que plus maintenant. Mais il n'y a pas il y a des, bien sûr, des moyens de devenir trailer, c'est d'aller en montagne et d'aller voir les animaux, d'être curieux, d'essayer de faire en sorte de s'intégrer dans l'environnement. Parce que en trail, c'est ce que je prône en permanence, c'est que on est dans des milieux qui sont pas chez nous. On n'est pas chez nous, et ce qui fait que il faut savoir non pas s'adapter, mais tout au moins savoir se fondre dans le milieu et autant que possible ne faire qu'un avec le milieu. Parce que on est déjà dans le milieu naturel des animaux, on est sur des terrains qui nous appartiennent pas, on est dans des environnements qui nous permettent d'évoluer, qu'on nous laisse en profiter, et c'est pour ça qu'il faut encore plus les respecter, et je trouve que ça c'est quelque chose d'hyper important comme message final, c'est
aller en montagne, mais faut pas consommer la montagne. Il faut vraiment profiter de la montagne, des environnements autres, hein, pas spécialement. Ça peut être dans les Ardennes, ça peut être dans des endroits totalement plats, mais de sortir en nature, d'aller dans des environnements différents, d'aller voir ce qu'il y a au-delà d'eux, et puis de changer d'endroit, de changer de coin. La course à pied en montagne et le trail, ça permet d'aller voir plus de choses en un peu moins de temps. Voilà à quoi ça sert. Génial. Merci Sébastien. Merci pour ce long épisode qu'on a passé ensemble. Moi, ça m'a donné envie de remettre mes chaussures de trail. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, écoute, moi je vais me soigner d'abord et puis après je vais y retourner. Surtout que 2022, ce sera pas vraiment du trail pour moi, mais il va quand même y avoir quelque chose d'assez long. Sébastien, juste pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux, si on veut continuer la discussion avec toi? Alors sur Internet, moi j'ai une page athlète. Ensuite, j'ai un Facebook, Seb Chéniaud, et puis un Insta. Sur Instagram, pareil, vous me retrouvez très facilement. Après, j'essaye. Ces derniers temps, j'ai été très peu loquace, tout simplement parce que je pense qu'il faut être perspicace dans ce milieu-là. Faut essayer d'éviter d'inonder les réseaux pour brasser de l'air. Je pense qu'il vaut mieux être efficace et puis apporter de la réelle ou information ou de la belle image pour se réveiller le matin. Donc j'ai tendance assez régulièrement à monter au point le plus haut dans le coin et puis à avoir cette vue sur le Mont Blanc au lever du jour, ce qui me permet de profiter en même temps que les gens à qui je le montre. Mais il va y avoir des belles choses en prévision pour cette saison et il y a des beaux projets en perspective qui vont aboutir. Donc je conseille les gens à suivre les différentes aventures qui vont se dérouler dans les prochains mois. Ça marche. Et puis bon, si on a bien suivi tout le podcast, on aura bien compris aussi que 2022, ça va être une grosse année pour ta boîte de prod. Donc, ouais. Y a des chances aussi que si on veuille te suivre, on va avoir du mal. Mais si on veuille te rencontrer, ça se passe sur un trail. Oui, ça sera sur un trail. Et puis, je pense que je mettrai assez rapidement le programme, mais il va y avoir les Golden Trail Series entre autres. Il va y avoir aussi des étapes de l'UTMB World Series et puis des étapes un petit peu partout en France. Donc ça va être sympa et ça va être l'occasion de rencontrer les gens avec qui je vais pouvoir discuter sans aucun problème. Bon écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Merci encore Sébastien d'avoir répondu à nos questions. Merci pour ce superbe épisode. Merci pour cette niaque, cette énergie et puis pour toute la chance que tu nous as ramené. Merci beaucoup et puis longue vie au podcast. Longue vie. Merci. Ciao. Merci, à bientôt. Ciao. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.